Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Polygone. Aujourd'hui, nous sommes au GAEC de la Chapelle à Valsbronn et vous l'aurez donc deviné, on va parler agriculture avec mes deux invités aujourd'hui. Élodie Schwalbach, bonjour. Bonjour. Vous êtes agricultrice et propriétaire des lieux. Oui, merci de nous recevoir aujourd'hui. Et à vos côtés, Alexandre Kirsch, vous êtes agriculteur au GAEC de la Horne à Val-d'Ouz et vous êtes aussi président des jeunes agriculteurs du Pays de Bitche. C'est ça. Comment ça va? Ça va, merci. Moi aussi, merci de me demander. Je rigole. Alors, on va démarrer tout de suite, on va parler agriculture. Pour commencer déjà, respectivement, qu'est-ce que vous faites chacun, Alexandre? Donc moi je suis agriculteur sur la commune voisine à Val-d'Ouz. Donc j'ai 70 vaches allaitantes de race charolaise. Et donc toute ma surface agricole, elle sert à nourrir mes bêtes. On a 120 hectares. Et je suis donc en GAEC avec ma mère aussi. Donc on est deux associés. Et donc vous vendez de la viande? Oui, on vend la viande, oui, c'est ça, en direct et dans les circuits longs. Voilà. Et vous, Élodie? Alors nous, on est un GAEC 4 associés. On produit principalement du lait, donc on a à peu près 140 vaches laitières. On produit aussi de la viande, on a un troupeau de 65 vaches allaitantes de race Salers et on produit un peu de céréales dont on va dire la moitié est consommée par nos animaux. Et le reste de la surface est principalement des fourrages pour nos animaux. D'accord. Qu'est-ce que c'est d'être agriculteur aujourd'hui? C'est un travail à temps plein. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu ce métier-là, Élodie? Oui, donc effectivement, on est tous les 4 associés aujourd'hui sur l'exploitation à temps plein. Chacun a un peu sa spécialité sur l'exploitation, tout en étant chacun polyvalent et on peut se remplacer dans un domaine ou l'autre. Voilà. Et être à 4, ça permet aussi de prendre des vacances? Ça permet de prendre des vacances et d'avoir une organisation et d'avoir des roulements et d'être polyvalent dans les tâches aussi, on va dire, quotidiennes. Et vous, Alexandre, c'est avec votre mère que vous travaillez, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Elle s'occupe de tout ce qui est un peu l'administratif. Bien sûr, elle est toujours là pour me donner un coup de main en hiver pour des clôtures ou d'autres choses. Et effectivement, nous on est 2, donc ça permet aussi le week-end, le dimanche, de partir, de se dire ah super, il y a quelqu'un qui est à la maison pour la surveillance, ces choses-là. C'est rassurant de partir en ayant quelqu'un à la maison, quoi. Donc c'est vraiment un avantage, oui. Mais techniquement, vous êtes tout seul sur l'exploitation? Oui, je devrais pas le dire, mais c'est un peu le travail de l'ombre avec mon père qui est à la retraite, ma mère aussi, je veux dire. Oui, donne des coups de main pour toujours aider, là, voilà. Oui. Ok. Je vais rentrer, je vais donner quelques chiffres. Alors, selon l'INSEE, le nombre d'exploitants agricoles est en chute libre. En 1986, on recensait 1,6 million d'agriculteurs en France. Et en fait, presque 40 ans plus tard, ce chiffre il a été divisé par 4, avec seulement 400 000 exploitants en France, toujours. Comment est-ce qu'on explique cette baisse aujourd'hui? Justement, déjà, c'est quand même un métier qui est compliqué, qui est dur d'accessibilité. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas du milieu agricole, c'est quand même compliqué pour lui de s'installer. C'est quand même toujours des capitaux importants à reprendre. Et puis de partir de zéro, c'est aujourd'hui impossible. Il n'y a pas de terrain disponible vraiment. Et c'est hyper compliqué. Ça peut être effrayant aussi. Oui, ça peut être effrayant. Oui. Parce que vous, tous les deux, vous êtes agriculteurs de père en fille et de père en fils. C'est ça. Oui. C'est ça aussi l'agriculture en France. C'est vraiment on reste dans le cercle familial ou... Souvent, oui, quand même. Souvent, oui. Est-ce que vous avez des exemples? Vous connaissez des gens peut-être qui, eux, se sont lancés comme ça, ils sont partis de rien ou pas? Oui, moi j'en connais. Par exemple, j'ai été 1 an dans le sud de la France, en Aveyron, et il y avait un des 2 associés qui était complètement hors cadre familial. Mais c'est un peu le seul moyen, c'est d'être déjà dans une société et de lui vendre une partie des parts pour qu'il puisse intégrer cette société. Mais autrement, c'est très compliqué de vraiment... tout racheter, de partir de zéro, d'aller à la banque, de faire des emprunts pour 30 ans, enfin c'est pas évident. D'accord. Surtout avec les taux d'aujourd'hui, c'est pas évident. Mais on va dire que le contexte actuel n'aide pas, entre guillemets. D'accord. Élodie, pourquoi vous avez choisi cette voie? Vous êtes jeune, vous êtes une femme et vous êtes agricultrice. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier-là? Moi j'ai toujours, j'ai toujours grandi là-dedans et j'ai toujours aimé les animaux, la nature et on va dire
être un peu mon propre chef aussi. Ouais. Et ce qu'il y a, il faut être passionné. Et puis j'ai toujours eu cette fibre-là et été passionnée par ce monde agricole, quoi. Est-ce qu'il y J'ai a évolué là-dedans depuis toute petite, en fait. J'ai vu mes parents, mes grands-parents évoluer là-dedans et cette manière de travailler, on va dire. Et on sait que on travaille pour soi, quoi. Donc on se donne beaucoup, quoi. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs de temps en temps? Il y a des bons jours, hein, je l'espère, comme partout, mais est-ce qu'il y a aussi des mauvais jours? Ah il y a des mauvais jours, oui. Parfois, le matin, je veux pas dire que c'est l'inconnu, mais on sait pas ce qu'on va trouver le matin, quoi, hein. Et puis, il y a des matins où on va être une journée très positive, et puis, il y a des matins où c'est moins drôle, quoi, hein, mais on s'accroche toujours à quelque chose, et puis ça fait partie du quotidien. Bien sûr. Voilà. Alors on va rentrer dans le volet économique, puisqu'on en discutait avec vous, là, Alexandre, à l'instant. Être agriculteur aujourd'hui, hein, ça coûte. Quelles sont les plus grosses problématiques économiques auxquelles vous devez faire face aujourd'hui, par exemple? Par exemple, je sais pas, en ce moment, il y a pas mal, on parle, par exemple, quand on veut faire un investissement de quelque chose, par exemple, là, on voit que les taux sont très élevés, donc c'est compliqué au niveau de l'investissement. Et puis, nous, les problématiques, en tout cas, dans mon cas, la viande, je veux dire, mis à part la vente directe, quand on vend dans les circuits longs, on dépend vraiment de l'acheteur, on connaît même pas le prix. Moi, je travaille avec une coopérative. Quand je vends mes animaux, je sais pas vraiment le prix. Je peux pas dire si c'est bien de le vendre maintenant. Enfin, les cours sont un peu compliqués, un peu aléatoires. Ça, c'est difficile quand on a une entreprise de faire ça, quoi, de le vendre. On sait pas est-ce que c'est le bon prix. Ça, c'est un peu difficile, quoi. Non, on peut pas le savoir à l'avance. On se dit est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça, on peut que jouer un peu avec les charges, quoi. Ça, c'est le plus compliqué, ouais. Et encore, on est dépendant du marché, quoi. Le fuel, la ferraille, toutes ces choses-là, on dépend de ça. Et vous, Élodie? C'est un peu les mêmes problématiques qu'on rencontre, hein. Dans le lait, c'est un petit peu pareil. On va dire les prix ils fluctuent énormément. Et on va produire notre lait pendant 1 mois et on saura qu'à la fin du mois ce qu'on va recevoir pour le litre de lait. Sauf que on aura dépensé beaucoup d'argent pour produire ce lait déjà et c'est incertain, on va dire, de comment est-ce qu'on va rembourser les charges, quoi, hein. Sachant qu'on n'arrive pas à avoir une vision longue à long terme avec le prix, quoi, hein. Et justement, je vais vous mettre la casquette de jeune agriculteur du Pays de Bitche. Il y a eu des actions coup de poing qui ont été menées récemment. Enfin, justement, vous avez déversé du fumier, il me semble, devant un hypermarché à Sarreguemines. Pourquoi? Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place? Parce que j'imagine, voilà, vous parlez au nom des agriculteurs. Qu'est-ce que vous essayez de mettre en place justement pour que ça aille mieux aujourd'hui? Justement, c'est de se faire voir. On essaye de montrer une phase de nous un peu positive quand on mène nos différentes actions, nos concours de labour, nos soirées pizza flamme, nos balles des jeunes agriculteurs. On essaie de donner une image positive. Mais des fois, quand il y a des choses qui ne sont pas respectées, on est un syndicat, on se doit aussi de défendre notre beefsteak, hein, taper du poing sur la table. Quand on voit que la loi Egalim n'est pas respectée par les hypermarchés, on se doit de répondre. Et souvent, c'est vrai, ça donne toujours débat, mais l'histoire du fumier, voilà, c'est ce qui marque les gens, la preuve. On en parle maintenant, mais pour moi, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est beaucoup de faire de com, c'est bien aussi. Mais on va dire que le fumier, ça attire l'œil et voilà, c'est un peu notre manière de se défendre, quoi. Et est-ce qu'aujourd'hui, globalement, vous êtes entendu avec ce syndicat? Oui, quand même. On a quand même une force de frappe. Je veux dire, on est quand même souvent entendu par nos politiques. Vous êtes combien d'ailleurs chez les jeunes agriculteurs en France ou ici au Pays de Bitche? En tout cas, en France, je sais pas, mais dans le département, on est presque une trentaine. Bon, c'est beaucoup de jeunes qui sont parfois encore à l'école, qui sont apprentis, qui sont ouvriers. Mais c'est déjà bien. Mais c'est déjà bien, jeunes, c'est une bonne base, c'est déjà bien. C'est des gens motivés. Et par contre, c'est pas souvent des personnes installées. Dans le centre, sur les 30 qu'on est, il y en a peut-être 4 ou 5 qui sont installés, pas plus. Autrement, c'est vraiment des passionnés, des intéressés. Et ça qui n'ont pas d'exploitation, vous voulez dire? Non, qui n'ont pas d'exploitation, qui sont des fois même pas du tout dans le milieu, quoi. Ils sont juste intéressés. On a des chauffeurs poids lourds, on avait des maçons, on a des gens qui sont juste passionnés du métier.
Et qui ont envie de défendre ces valeurs. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et du coup, vous disiez, ouais, vous commencez à être entendu. En tout cas, aujourd'hui, vous avez une légitimité. Oui. Même au niveau national, je veux dire, Jeunes Agriculteurs, c'est un syndicat qui est quand même entendu, qui est quand même, on espère en tout cas, qui est entendu, qui est quand même présent. Et voilà, on sait que nos politiques, faut de temps en temps un peu les remuer. On reste sur le volet économique. Il y a les prix de l'énergie qui ont aussi doublé, voire triplé en quelques années seulement. Comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous y faites face à ces hausses des prix ? On a quand même continué de produire, disons voir comme on a toujours produit jusqu'à présent. Je veux dire, on a fait les investissements pour les robots de traite, pour les bâtiments et tout ça, mais aujourd'hui, il faut quand même continuer de produire malgré les hausses des prix de l'énergie. Ouais, vous n'avez pas le choix. On n'a pas trop le choix. Est-ce que vous n'avez pas fait de restrictions? Vous n'êtes pas dit on va essayer de faire des économies là-dessus? On essaye toujours de faire des économies. Ça devient compliqué. Voilà. Et vous, Alexandre? Moi, par exemple, l'électricité, moi je ne suis pas vraiment dépendant de ça parce que à part mes lumières du bâtiment, j'ai pas de salle de traite, j'ai pas de choses comme ça. Donc ça me touche pas tellement. Et l'eau, on a de la chance dans notre secteur, on a pas mal de sources, de choses comme ça. Et l'été, on essaie vraiment de valoriser nos sources au mieux et de faire des aménagements pour en profiter, quoi. Donc moins utiliser l'eau du réseau, surtout dans les périodes d'été où il y a les périodes de sécheresse. On essaie vraiment de garder juste nos sources et de ne pas utiliser l'eau du réseau qui a forcément un coût aussi, quoi. Et est-ce qu'autour de vous, il y a des confrères ou des consoeurs agriculteurs, agricultrices qui ont vraiment, on va dire, subi cette inflation-là et qui aujourd'hui s'en sont peut-être pas sortis ou difficilement? Est-ce que vous avez des échos de ça ou pas? Non, moi j'ai pas d'exemple. Je pense pas. Je pense que c'est pas comme maintenant les boulangers où on entend que j'avais ça en tête, leur facture a triplé, quadruplé, ou dans les restaurants où nous on est quand même moins impacté par ça, je pense. D'accord. Ok. Justement, vous avez parlé de l'eau, Alexandre, vous me devancez. On va parler environnement. On l'a dit justement, il y a des restrictions d'eau, l'eau devient de plus en plus rare, voilà, c'est une énergie importante. Et en période de sécheresse, très souvent, elle peut être, on va dire, limitée à l'usage. Mais vous en avez besoin, parce que sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Comment est-ce que vous vivez aussi cette situation-là en période de sécheresse, je parle, par exemple? On essaye de... C'est vrai que c'est pas toujours compliqué. C'est toujours compliqué, je veux dire, quand on arrive au mois de juin, qu'on commence à faire les foins et qu'on voit que derrière la terre elle est nue, qu'il n'y a rien qui repousse parce qu'il n'y a pas d'eau. Ça, c'est un peu notre problème. Après, on essaye d'avoir des cultures qui s'adaptent un peu à ça, des luzernes. Par exemple, dans le sud, ça fait des années qu'ils font ce genre de méthode. Je sais pas, en pâturage, il y a du report sur pied, par exemple, qui est possible. Ça veut dire de laisser vraiment la première plante monter en graines et que les bêtes, elles aient que accès à cette plante au mois de juillet, quand la période devient sec. Maintenant, il n'y a pas de miracle, on attend la pluie, on prie tous les jours pour qu'il pleuve et voilà, moi j'ai pas de solution miracle, je sais pas si Elodie en a une, mais moi j'en ai pas. Nous, on a décidé de faire depuis 3-4 ans maintenant, c'est de diminuer nos cultures de vente, d'implanter des prairies temporaires, donc plus de fourrage produit sur l'exploitation pour nos animaux en fait. D'accord. Donc c'est des surfaces qui ont été privilégiées pour nos animaux, quoi. Oui, c'est une décision que vous avez prise pour par avoir rapport plus de stock, pour maximiser, on va dire, le stock, quoi. D'accord, les rendements. Ok. Ouais. Justement, est-ce que là vous m'avez donné du coup une solution que vous avez dû mettre en place, mais est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient être mises en place justement pour limiter un peu ces impacts de l'écologie, des problèmes d'environnement, etc. Est-ce qu'il y a des idées, quelque chose qui vous sont proposées justement ou pas du tout? Pas vraiment? Je ne connais pas de solution miracle, entre guillemets. Vous êtes dépendant du temps. On dépend vraiment du temps. Dépendant de la météo et de ses aléas, on va dire. C'est encore une des seules choses qu'on ne maîtrise pas. C'est ça. Justement, le président de la Commission de l'agriculture du Parlement européen a dit « L'agriculture est la première victime du réchauffement climatique ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
de ce qu'il dit? Ah oui, Vous êtes je la pense, première oui. victime? Oui. On est bien impacté quand même, oui. Ça fait quand même maintenant, depuis 2016 qu'il y a des sécheresses, hormis 2022. Mais autrement, on s'y habitue presque quoi maintenant. C'est sécheresse sur sécheresse. Moi, je suis installé depuis 2 ans. Nos manières de travailler, Oui, en clairement. fait, un petit peu. Puis on le sait maintenant. Moi maintenant, quand quand j'étais petit, on faisait du foin avec mon père. Bon, on avait toujours du stock. Voilà, on faisait pas On se tellement posait pas attention. toutes ces questions. Non. Maintenant, une botte de foin a vraiment une valeur. Quand on sait que avant de la distribuer, on commence à trier nos animaux. On se dit voilà, nos animaux à fort besoin, on va les nourrir plus. Ceux qui n'ont pas vraiment de besoin, qui n'ont pas encore de veau, voilà, on va un peu plus gérer le stock. Alors qu'avant, on se posait pas forcément ces questions. On savait que l'année d'après, on allait faire du stock ou voilà. Les là, réserves seraient pleines. Oui, là, il n'y avait pas de stress, mais là maintenant, c'est vous dites, compliqué. parce que c'est quand même assez court terme, hein. C'était du temps de vos parents. Oui. Ouais, c'est vraiment très court, on va dire. On n'est pas plus tard après. Est-ce que ça va aller pire dans le futur ou... Ça, on n'a pas la réponse, pas le savoir. mais je pense que ça va être plus fréquent, oui. Parce que si déjà maintenant vous arrivez à palper en fait ces modifications-là, ces évolutions-là, c'est que... Oui, non, mais c'est là déjà. Je veux dire, à l'époque, ils avaient en mémoire des sécheresses. On se souvient en 2003, on se souvient en 1976. Mais là, je veux dire, on a eu pire et tout en même temps. D'affilée, des années d'affilée. Oui, c'est ça. Avant, c'était, on va dire, des événements isolés. Avant, c'était des sécheresses et puis il pleuvait au mois de septembre et puis on avait oublié l'eau permettait d'avoir un regain et de compléter le manque qu'il y a eu pendant l'été. Mais là, on a eu des fois des pluies seulement au mois de septembre qui ont été des fois un peu justes, quoi. Incroyable. Oui, vous êtes dépendant du temps. Clairement, ouais. On n'a pas la réponse. J'espère que ça ira quand même. Là, en tout cas, il fait bien moche ces dernières semaines. C'est cool normalement. C'est vrai. Tout va bien. Là, il pleut bien, même un peu trop. Bon, on s'est un peu penché sur les côtés négatifs et pessimistes de l'agriculture. Il est temps maintenant de voir le bon côté de la chose. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui se diversifient et qui tentent en fait de donner une autre image, on va dire, de l'agriculture. Je pense notamment à la ferme Lang d'Ormersvillers qui propose du popcorn, qui propose des visites de son exploitation. Il y a aussi le ranch des bisons de Petit-Réderchin qui propose des séjours et des safaris, ou encore la ferme du Kleinwald qui propose des délices glacées. Donc vous, c'est quelque chose actuellement que vous ne proposez pas, vous restez en vente, vous Alexandre en vente directe, mais sinon ça reste dans le circuit long, c'est ça? C'est ça, oui. Comment est-ce que vous trouvez ces initiatives, Élodie? Je pense qu'il faut replacer un peu chaque exploitation dans son contexte, dans son environnement et dans la main-d'œuvre qu'il y a sur l'exploitation. Chez nous, on a toujours été, on va dire, dans la politique de vendre à une coopérative. Et on va dire les gens de la coopérative, les techniciens, les personnes qui achètent et qui vendent, c'est leur métier. Et c'est quelque chose qu'on n'a jamais souhaité faire nous-mêmes en fait, parce qu'on a déjà tellement de choses à faire sur notre exploitation que c'est un grand facteur, ça prend énormément de temps on va dire. Et donc c'est quelque chose qu'on n'a pas souhaité faire nous-mêmes et qu'on laisse faire nos coopératives. Et là, comment vous trouvez justement ce que les autres proposent? Alors, comme dit, moi, j'ai jamais souhaité comparer une exploitation à l'autre. Dans le sens là, ok, ouais, je comprends. Ouais, moi, je pense que chaque exploitation est différente. Ouais. Et chacun doit trouver, on va dire, le moyen de vendre ses produits au mieux et de la façon dont lui, il imagine, on va dire. Et lui, il le souhaite. C'est pour ça que moi, je souhaite pas comparer une exploitation à l'autre ou un système à l'autre. Voilà. Et vous, Alexandre ? Oui, moi je trouve que c'est pas mal, mais je suis un peu comme Élodie. Je me dis, se diversifier c'est super, c'est une bonne idée, il n'y a pas de souci. Mais après, je dis chacun son métier un petit peu, quoi. Par exemple, nous on fait un peu de vente directe,
Mais je sais que je ne pourrais pas maintenant aller faire des marchés, aller tous les dimanches, tous les samedis, aller au contact des gens, vendre mes produits. Enfin, c'est tout à fait un autre métier. Quand je les vois sur les marchés, je me dis, punaise, il faut quand même qu'ils gèrent les stocks, faut pas qu'il y ait trop de pertes, faut pas qu'il y ait... Nous, on fait notre petite vente directe, on vend aux gens du village souvent, on vend 6 à 8 bêtes dans l'année. Voilà, ça n'ira pas plus, moi je veux même pas plus. C'est comme dit, chacun un peu dans son métier, quoi. Après, vous êtes aussi tout seul, hein, on va dire, Oui, sur l'exploitation, oui, oui. donc c'est sûr. Si un jour ma compagne elle me dit, écoute, je veux faire du mouton et je veux faire du fromage de brebis, bon, on réfléchira, mais bon, voilà quoi. Mais non, n'êtes pas pour le fermé à moment. l'idée, en tout cas. Ouais, non, je suis pas fermé, mais je suis pas trop ouvert non plus. Il faut se dire que quand on est à l'atelier de transformation, par exemple, Oui. on n'est pas en train de nourrir les animaux ou en train de faire autre chose. Quand on est à l'atelier de transformation, on est là-bas. Vous n'êtes pas au four et au moulin. Et c'est ça. Voilà, je voulais la placer, cette expression, je suis contente. Très bien, bravo. Justement, vous parlez des marchés, les marchés paysans aussi. Voilà, bon, là, en l'occurrence, vous n'avez pas le temps, mais c'est important pour un agriculteur d'être présent sur ces marchés-là ou pas? Je pense que pour un agriculteur qui fait de la vente directe et qui a besoin de vendre son produit, c'est une très bonne chose, les marchés, et qui puisse vendre ses produits et se faire connaître, surtout. C'est ça. Et puis je pense que la population porte un intérêt à ces marchés quand même. Il y a toujours du monde. Je sais que c'est assez vivant. Je pense que économiquement et ainsi de suite, ça doit être intéressant ce genre de marché. Oui. Ok. Et on parlait aussi, vous faites de la vente directe du coup. Les circuits courts, on en a beaucoup parlé pendant le confinement, si vous vous en souvenez. La crise du Covid, on disait voilà, consommer local, circuits courts, aller chez vos petits producteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas ou est-ce que cette tendance, ça s'est complètement effacé? Pour vous, en l'occurrence, Alexandre, parce que vous n'avez pas de point de vente direct, mais... Nous, on n'a pas été tellement impactés parce qu'on a vraiment eu toujours notre clientèle de base, et on n'a pas eu de nouveaux finalement ou de nouveaux clients qui se sont intéressés ou quoi. Mais je sais qu'il y a eu je sais que par exemple à Metz, à la Chambre d'agriculture, il y a eu un conteneur dédié à ça, à la vente directe, où chaque agriculteur venait ramener ses produits et je dis une bêtise, le jeudi à 18h, les clients venaient récupérer leurs produits dans leur conteneur. Mais je crois qu'aujourd'hui ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, voilà, il me semble. donc je pense que maintenant... Ça s'est essoufflé, parce que chacun a repris un peu ses habitudes d'avant. Mais c'était une bonne idée en tout cas. Ah oui, ils en étaient contents en tout cas. Hein. Oui. Ok. C'est bientôt la fin de cette émission. J'ai encore peut-être une petite question. Déjà, globalement, l'un après l'autre, comment se porte l'agriculture pour vous actuellement? Élodie, je te en laisse étant commencer. honnête. Je pense qu'il faut toujours garder un brin d'optimisme. Et comme dit, si on n'est pas passionné, il faut être passionné pour continuer de faire ce métier. Et puis après la pluie, le beau temps, on va se dire. Ça. La météo. Après, il faut continuer de se dire que s'il y a quand même des points tellement positifs. Et il faut se rattacher à ce qui est satisfaisant, comme après une bonne récolte. Après, évidemment, il y a des jours qui sont moins bons, mais voilà. Après, l'agriculture, je veux dire, il y en a toujours eu. Et il y en aura toujours. Et c'est pour ça que pour entretenir nos paysages et nos territoires demain, il faudra toujours encore des agriculteurs. Et voilà. C'est beau ça. Et vous, Alexandre, vous n'avez pas le droit de copier. Hein. Ah mince, je voulais dire la même chose. Non, mais c'est un super métier, bien sûr. Après, de dire si ça va pas, oui. On va dire en tout cas économiquement, on s'en sort, on en vit. Mais en tout cas, si quelqu'un veut se lancer dans l'agricole et quelqu'un veut gagner beaucoup d'argent, c'est pas la bonne solution. Pour quelqu'un qui veut pas travailler beaucoup et après, c'est toujours pareil. Je veux dire, moi, personnellement, j'en vis, mais je veux dire, si je devais calculer ça au nombre d'heures, au week-end passé à ça, aux imprévus, à mes nuits dehors et des choses comme ça, c'est beaucoup de sacrifices. On n'est jamais tranquille. On peut partir en vacances, entre guillemets,
qu'une fois par an, je sais que c'est des fois, enfin c'est déjà super, hein. Mais et encore, moi je dis une fois par an, on part peut-être que tous les 2-3 ans. Donc c'est quand même beaucoup de sacrifices pour la vie personnelle aussi. Je veux dire, on peut pas partir au 15 juillet, on peut pas. On peut pas fermer la porte à clé et revenir 15 jours après. Et puis ça ne s'arrête jamais. La journée, on sait quand elle commence et on ne sait jamais vraiment quand elle se termine aussi, hein. Le soir, on peut très bien avoir une naissance, avoir des soucis. Ils sont d'accord, hein? Ouais, ils ont l'air d'accord, ils ont l'air d'acquiescer, ouais. Enfin, voilà. Mais c'est un beau métier, voilà, je suis aussi né dedans. C'est super, je ne reviendrai pas en arrière. Je suis très bien comme ça. Et vous, Élodie, j'aimerais juste revenir, parce que vous êtes agricultrice, vous avez des enfants aussi. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire peut-être aux femmes ou même aux hommes, hein, agriculture, vous avez aussi votre vie privée à côté. Oui, on a aussi notre vie privée. Après, chez nous, les enfants, ils ont aussi été un peu élevés en même temps que le travail. On va dire c'est une organisation. Avec les enfants, on s'est toujours organisé avec mes parents et puis mes beaux-parents et ma famille. Et donc, disons voir qu'on arrive à concilier famille et travail. Donc, mais ça reste une organisation, voilà. Parce qu'on a eu la chance d'avoir notre famille qui nous a beaucoup soutenus et donc voilà, on a pu concilier famille et travail. Et pour rien au monde, vous reviendrez en arrière ou non? Vous resterez agricultrice, Oui. même à refaire, hein? Oui. Ok. J'ai la chance d'avoir mon mari, on va dire, qui s'est installé avec moi et donc voilà. Voilà, c'est sur ces belles paroles que s'achève cette émission. Merci à tous les deux d'avoir participé. Merci pour l'invitation. Oui. Et merci à Élodie de nous avoir reçus dans votre exploitation ici au GEC de la Chapelle de Walchbronn. Je vous souhaite vraiment de très belles choses pour la suite. On n'oublie pas que l'agriculture, tout le monde en a besoin aujourd'hui et demain. Donc voilà, peut-être à très bientôt. Oui, à bientôt et merci. Et merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 4 formations disponibles. Métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement et génie climatique. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Avec Chauffage d'Orkel, misez sur une entreprise locale, forte de 30 ans d'expérience, fiable et présente pour assurer la maintenance dans la durée. Panneaux photovoltaïques solaires, pompes à chaleur, chaudières pellet, au gaz ou au bois, nous nous occupons des dossiers d'aide et de rénovation globale. N'hésitez pas, demandez votre devis chez Chauffage d'Orkel. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Votre ordinateur, par exemple, il peut sûrement être réparé. Et s'il fonctionne, il pourra être donné ou revendu. En mettant vos vêtements, textiles et chaussures dans les containers Le Relais, vous leur donnez une seconde vie et vous nous aidez à créer des emplois solidaires. Vous avez aussi la possibilité de déposer de nombreux objets en magasin, dans les points de tri. En dernier recours, vous pouvez les ramener à la déchetterie. Pensez à vérifier la SIDEM App, l'application mobile du SIDEM, pour savoir où ils peuvent être repris. Le tri évolue. Pourquoi pas nous ? Le CFA BTP de Montigny-lès-Metz propose des formations dans tous les métiers du bâtiment et des travaux publics. Du CAP au métier d'ingénieur, trouvez la formation qui vous convient. Pour plus d'informations, visitez notre site web.